vide château. C'est un château d'ancêtre, sans table ni feu, ni poussière ni tapis. L'enchantement pervers de ces lieux est tout dans ces miroirs polis. La seule occupation possible ici consiste à se mirer jour et nuit. Jette ton image aux fontaines dures, ta plus dure image, sans ombre ni couleur. Vois, ces glaces sont profondes comme des armoires. Toujours quelques morgue y habitent sous le teint et couvrent aussitôt ton reflet, se colle à toi comme une algue, s'ajuste à toi, mince et nue, et simule l'amour en un lent frisson amer. Gâtée, très gâtée. Oui. Mais tout au long de votre carrière? Oui, j'ai été vraiment gâtée parce que je pense au prix, je pense aux bourses, j'ai eu des bourses aussi. C'est vrai, vous avez été choyé, vous avez été aimé, vous avez reçu le prix du Québec, le prix du Vernet pour le Tombeau des Rois, le prix France-Canada pour les Chambres de Bois, le prix de l'Académie royale de Belgique et celui que vous ont décerné les libraires de France. Kamouraska, un roman publié aux éditions du Seuil, vient d'atteindre les 100 000 exemplaires. Vous avez obtenu à 3 reprises le prix du gouverneur général du Canada, de nombreux doctorats honorifiques et, pour les enfants du sabbat, le prix de l'Académie française. Pour l'ensemble de votre œuvre, le prix de Monaco et le prix Gilles Corbeil. Le prix Femina 1982 a été décerné au premier tour à Anne Hébert pour son roman Les Fous de Bassan. Bonjour à tous et aujourd'hui on aborde un sujet particulièrement hardcore, on aborde Anne Hébert. Anne Hébert est née à Sainte-Catherine de Fossambeau, aujourd'hui Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le 1er août 1916 dans une famille de bourgeois. Une famille de bourgeois, ouais, mais aussi d'artistes. Non seulement son père, Maurice Lang Hébert, est un poète et critique littéraire respecté, membre de la Société royale du Canada, mais son cousin est Hector de Saint-Denis Garneau, lui-même arrière-petit-fils de François-Xavier Garneau. On peut aussi noter, pour l'anecdote, qu'elle est une descendante du premier colon canadien-français, Louis Hébert. Faut avouer qu'on tombe difficilement mieux niveau famille et qu'on a une propension pour l'écriture. La jeune Anne Hébert passe son enfance et sa jeunesse ainsi dans un milieu qui favorise le développement de sa plume. Sa parenté avec Saint-Denis Garneau va d'ailleurs lui permettre de découvrir des poètes encore peu lus au Québec à l'époque, comme Éluard ou Claudel. Elle va, au cours de sa vie, publier plusieurs recueils de poésie, romans et pièces de théâtre, en plus de travailler pendant un bout à l'ONF comme scénariste sur une couple de films pas mal cool. Très connue au Québec aujourd'hui, elle a cependant dû passer par la France où les éditions du Seuil furent les seules à vouloir la publier avant de pouvoir jouir d'une reconnaissance sur sa terre natale. Mais bon, c'est quand même pas la première fois qu'un monument de notre culture doit passer par la case hexagone avant qu'on l'accepte. Cela dit, à cette heure, c'est le temps d'entrer dans le creux du sujet. Et, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, au lieu de vous faire un survol de la carrière de la personne que je présente, je vais me concentrer sur une œuvre en particulier pour illustrer mon point. Aujourd'hui, on parle de Kamouraska, publié en 1970. À la faveur d'une nuit d'angoisse au chevet de son deuxième mari mourant, Élisabeth Roland revit les événements dramatiques qui ont conduit 20 ans plus tôt au meurtre de son premier mari, Antoine Tassy. D'abord confus, son récit apparaît éclaté comme un miroir brisé. L'histoire est racontée par bribes, au hasard de souvenirs qui se bousculent et parfois se confondent dans le maelstrom des hallucinations et des cauchemars. Peu à peu, les faits se précisent sous l'impulsion de la conscience qui décide d'assumer entièrement la maîtrise de la narration. Ouais, en gros, si je voulais résumer grossièrement, je dirais que c'est l'histoire d'une femme qui, durant la nuit où meurt son deuxième mari, se remémore la fois où elle a contribué au meurtre de son premier mari. Avec ce roman-là, Anne Hébert raconte de manière romancée un fait divers, celui du meurtre d'Antoine Taché, seigneur de Kamouraska, mort assassiné par le docteur Georges Holmes. Avec ce roman-là, Anne Hébert raconte de manière romancée un fait divers, celui du meurtre d'Antoine Taché, seigneur de Kamouraska, mort assassiné par le docteur Georges Holmes. Éléonore d'Estimoville, son épouse, est alors soupçonnée de complicité
sans être formellement reconnu. Puis le tout se déroulant à l'époque des révoltes patriotes, on aurait pu s'attendre à ce que le roman narrant le meurtre d'un Franco par un Anglo soit teinté par une réflexion politique. Mais... en fait, c'est compliqué, parce qu'on sait qu'Anne Hébert voulait pas que son œuvre soit récupérée par un quelconque mouvement, que ce soit nationaliste ou quoi que ce soit, parce qu'il a toujours préféré que le lecteur se fasse lui-même sa propre réflexion sur le roman qu'il a publié. Mais ce que ça sous-entend, si tout le monde a le droit de faire sa propre réflexion sur le roman, c'est qu'on a le droit d'avoir une réflexion nationaliste. Si on décide de voir le récit comme quelque chose qui se nourrit des contradictions, des ambiguïtés et des tensions idéologiques présentes dans le discours social de son époque, on peut tout à fait faire de Kamouraska un roman reflétant le Québec. Dans les faits, Kamouraska est un roman qui traite du rapport au temps. Au travers de ses pages, on se rend compte que le passé est source d'aliénation pour le personnage d'Élisabeth. Elle en est prisonnière et ne pourra s'en libérer que par un effort de remémoration qui l'amènera à prendre finalement conscience de ce qu'elle est. À l'époque de la publication du roman, le Québec était véritablement en période de transformation. C'était 1970, on était en pleine révolution tranquille, on voulait jeter dehors le spectre d'un Québec passéiste associé au duplessisme et à notre tête baissée de coloniser pour s'affirmer dans le monde comme une société moderne. En gros, ce que je dis, c'est que Kamouraska pourrait reposer sur le même principe de métaphore que le film Mon oncle Antoine de Jutras. Un film qui présente la nouvelle voie qu'emprunte le Québec par le passage du flambeau entre le personnage d'Antoine et de son neveu. Sauf que, là où pour Jutras, on n'a aucun problème à l'affirmer et à dire que c'est un monument de notre culture, ou on n'avait aucun problème à dire jusqu'à il y a quelques semaines, c'est pas nécessairement le cas pour Anne Hébert. En effet, il existe deux tendances quand on étudie Anne Hébert. La première, ce serait d'éclipser la dimension politique de son œuvre pour se concentrer plutôt sur des aspects plus consensuels comme le rapport à la femme, à l'amour ou à la mort. Et le deuxième, ce serait de la déclarer comme auteur nationaliste en traçant des parallèles semi-boiteux remplis d'excuses comme celui que je viens de faire. Mais faire ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons à ça, puis la première, c'est probablement que c'est pas les éléments qui ressortent le plus clairement de son œuvre. Force est d'admettre que l'œuvre d'Anne Hébert est une œuvre avant tout très personnelle, et que se décoller du roman un peu trop peut nous coller l'étiquette de surinterprète. C'est-à-dire qu'on va exagérer l'interprétation pour trouver un message qui ne se trouverait pas dans le roman à la base. Il y a aussi le fait que malgré qu'elle fut progressiste et plutôt nationaliste, Anne Hébert s'est jamais vraiment déclarée comme souverainiste, puis ça peut être problématique. Le recul que je prends en vivant en France me permet probablement de mieux voir, de voir d'une façon plus détachée probablement, plus nette aussi, de voir, mieux voir mon pays parce que j'ai un peu de recul. Et j'y retourne très souvent, me retremper et vérifier si j'y suis toujours. Moi, je crois à l'engagement, mais moi, personnellement, mon engagement le plus profond, c'est la poésie. Il y a le danger de faire de la poésie de circonstance et que ça peut avoir un effet choc sur le moment et que ça peut vieillir très, très vite. Cherchez la poésie là où elle n'est pas, elle est ici. Qui va rester un poème là? Qui va parler? La poésie, c'est l'expression libre. Et l'engagement social, pour moi, c'est pas tout à fait un engagement politique. En sachant ça, cela dit, il serait pas pour autant possible de dire qu'Anne Hébert n'était pas nationaliste. Elle a écrit des textes où un véritable amour du Québec est palpable. Seulement, selon le jugement de l'histoire que l'on s'imagine, un véritable nationaliste, c'est quelqu'un qui va rechercher ultimement l'indépendance. Et à ce moment-là, le titre d'écrivain national s'y est mieux à des gens comme Gaston Miron ou encore Félix Leclerc, qui se sont eux ouvertement déclarés comme souverainistes, et ont même consacré leur œuvre au brossage d'un tableau du Québec. Et je crois qu'on peut difficilement faire abstraction de ça quand on se pose la question du traitement d'Anne Hébert dans notre culture nationale. Et là, je vais dire quelque chose de gros qui va peut-être choquer quelques-uns, mais ça semble assez évident quand on y réfléchit. C'est que, depuis 1960, aucun artiste ne peut se réclamer d'être un artiste national s'il n'est pas, minimum, favorable à la cause de l'indépendance. Et comme je balance jamais des idées comme ça sans essayer d'imaginer mon propos et de m'appuyer sur des faits, on va prendre un exemple plus ou moins récent, date d'à peu près 10 ans, c'est le moment, en 2006, où Michel Tremblay a déclaré qu'il avait perdu la foi envers le projet indépendantiste. En quelques jours, un monument est tombé. Tout le monde a capoté, certains s'en réjouissant, d'autres le critiquant sévèrement. En 2-3 jours, quelqu'un qui avait consacré toute son œuvre à l'affirmation identitaire des Québécois avait renoncé. Et même s'il a tenté de rectifier le tir par après en déclarant surtout ne plus croire à la stratégie du PQ de l'époque,
Le fait que cette déclaration de l'écrivain provoque autant d'agitation en révèle long sur notre façon de voir les choses. Le cas d'Anne Hébert est, en ce sens, un cas particulier. En effet, elle n'a pas vraiment déclaré ouvertement ne pas désirer l'indépendance, mais ne s'en est jamais vraiment souciée. On a su par la suite, grâce au livre de Michel Gosselin, qu'elle y était opposée. Mais on peut encore l'ignorer si on veut parce que, encore là, c'est du discours rapporté. Il n'est pas question d'une déclaration officielle d'Anne Hébert. On l'a donc pas tout à fait descendu de son piédestal. Mais il reste que, compte tenu de son œuvre, c'est facilement pour plusieurs personnes le plus grand écrivain de l'histoire du Québec, ben on la célèbre pas tant que ça. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est naturel? C'est difficile de répondre à ça parce que ça dépend du rapport qu'on souhaite entretenir avec nos écrivains et plus largement nos artistes dans notre société. Les artistes doivent-ils être des individus exprimant leur personnalité sur la place publique ou bien être des porte-parole du peuple qui les héberge? Et si c'est le cas, peut-on de bonne foi inclure des artistes ne souhaitant pas le développement de la culture dans son absolu? Des gens qui écriraient avant tout pour eux et non pas pour développer la nation? La question se pose et ne possède pas de réponse facile. Une culture, ça se construit avant tout avec les œuvres qui la composent. Si on commence à vouloir inclure des œuvres qui montrent une idée différente de la nation, c'est normal que ça se fasse avec une certaine résistance. Après tout, ne pourrait-on pas dire que le simple fait de faire de l'art en français en Amérique, c'est un acte politique? Cela dit, ce qui est important de se rappeler, c'est que, comme je l'expliquais dans la vidéo sur Kerouac, l'œuvre appartient avant tout au public. C'est ce dernier qui la juge et qui l'accepte ou non dans son corpus. Bien entendu que si on veut récupérer Anne Hébert et en faire un écrivain nationaliste, on le peut, et ce sera très facile. Son œuvre est tellement riche qu'on peut y faire entrer le Québec dans toute sa complexité et ses contradictions. Cela dit, en faisant ça, il faut accepter qu'on la dénature peut-être et qu'on fera disparaître un pan d'interprétation. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que, à l'inverse, si on veut arrêter de lier souveraineté et art national, il faut être prêt à se reposer sur une culture beaucoup plus intime et personnelle, une culture plus apolitique. Retirer le développement de la nation de l'idée culturelle pour se reposer sur le développement de l'individu, de la conservation d'une nation, voire même de son assimilation, ça peut se faire si c'est ce qu'on décide de faire. Seulement, il faut être prêt à en payer le prix. Et maintenant, si vous suivez mes vidéos, vous savez quand même vaguement ce que j'en pense. Mais je sais juste que ces luttes-là, c'est des luttes très difficiles. C'est dur, et puis ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, c'est ceux qui se découragent pas qui gagnent. Tu sais, les luttes pour l'indépendance, les Grecs, ça leur a pris 500 ans. Tu sais, les Palestiniens sont pas sortis du trou. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, qu'ils abandonnent? Tu sais, si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les artistes, comme les individus, se désintéressent tranquillement de la question nationale. Et là, sans pour autant rendre les artistes responsables du manque d'enthousiasme de la population pour l'idée de souveraineté, on ne peut pas nier qu'à l'époque où ils en étaient les plus ardents promoteurs, le projet prenait son envol. Le fait est que les artistes sont souvent à l'avant-garde des changements qui surviennent dans une société. Parfois même, ils en sont le catalyseur. C'est pas pour rien qu'on dit que la Révolution tranquille a été l'affaire de 12 politiciens et de milliers de poètes. Maintenant, il faut se demander si on veut vraiment que ce rôle-là change. L'idée, c'est qu'un peuple ne peut survivre sans une culture forte. Et aujourd'hui, il y a un clivage grandissant entre la culture que l'on croit avoir et la culture que les artistes mettent de l'avant. En ce sens-là, on peut seulement constater qu'aujourd'hui, si on se contente de faire un art aseptisé, sans mettre à mal la culture, on la rend inoffensive et c'est plutôt ça qui est à déplorer. Qu'Anne Hébert ait oui ou non été souverainiste, on s'en balance à quelque part parce que son œuvre a le pouvoir de dire le Québec et cela la rend plus forte pour nous que la seule idée d'indépendance. Une culture, c'est comme les fondations d'une maison. La nation s'y repose, mais c'est pas elle qui détermine son apparence. En ce sens-là, est-ce qu'on pourrait pas dire que le rôle d'écrivain va uniquement dépendre de la manière dont son œuvre va toucher les gens? En conclusion, je dirais que ça nous appartient de faire un héros à partir d'un artiste, comme ça nous appartient de ne pas le faire. L'important, c'est que tout ça se fasse dans une logique qui nous rassemble, parce que c'est ça le but d'une culture, en fin de compte.
Et si j'avais un message à laisser à travers ça, ce serait aussi lisez Anne Hébert. Ça, c'est sûr que vous ne le regretterez pas de toute façon. Et voilà, c'est déjà tout pour cette nouvelle capsule de Théologie d'hiver. Si vous avez apprécié, ou pas, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, ou encore partager. C'est quand même ça le mieux, ça permet de faire un bouche-à-oreille et de faire connaître la chaîne. Sur ce, je vous dis salut et bonne journée.